Bonsoir et bienvenue à tous. Le 26 mai dernier, le SDF, le Social Democratic Front, se souvenait que le 26 mai 1990, aux heures chaudes du retour au multipartisme au Cameroun, eh bien, cette formation politique était portée sous les fonds baptismaux. 3 décennies après, où en est-on? 237 le débat de ce soir saisit le prétexte de l'anniversaire du Social Democratic Front, cette formation politique qui a charrié les espoirs d'alternance au Cameroun dans les années 90 pour faire le bilan du multipartisme et interroger la capacité des partis politiques de l'opposition notamment à proposer une alternative crédible aux Camerounais. Merci Madame, Monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 le débat ce soir, professeur Théophile Yingemoyo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui remercie Equinox Télévision de m'avoir invité pour que je puisse porter la voix du nationalisme camerounais. C'est une voix qui n'est pas souvent entendue et c'est bien dommage parce que beaucoup de problèmes que nous rencontrons aujourd'hui viennent du fait que l'on ne nous a pas entendus. Par exemple, nous avons fêté le 25 mai dernier, on a commémoré les massacres de mai 1955. Vous savez, c'est le jour où la violence extrême a sévi au Cameroun, lorsque l'UPC a fait une déclaration. Et cette déclaration était pour contrer la loi cadre. Et elle voulait qu'on puisse avoir la réunification et l'indépendance immédiate. Les Français ne l'ont pas entendu de cette façon, puisqu'ils voulaient maintenir la tutelle, et il s'en est suivi un massacre extrême dans les villes de Yaoundé, de Douala, Banga, Manjo, et jusqu'aujourd'hui, on a du mal à s'en remettre. Donc je pense honnêtement que c'est une bonne chose que je sois là aujourd'hui. Professeur Nguemoyo, vous êtes enseignant dans plusieurs écoles, grandes écoles. Vous êtes enseignant à l'école polytechnique de Yaoundé. Vous êtes également enseignant à l'Université des Montagnes et même à l'IAA, c'est l'Institut africain des assurances. Oui. Vous êtes architecte de formation. C'est bien cela. Vous êtes par ailleurs président du conseil de l'Ordre national des germanistes du Cameroun. Vous avez d'ailleurs été réélu en mars dernier. Oui. Et vous avez indiqué tout à l'heure que vous êtes nationaliste, en tout cas vous portez la voix nationaliste. Vous êtes homme politique, il faut le préciser, après avoir été pendant plusieurs années cadre à l'UDC. Vous avez créé en janvier 2011, je crois que c'était le 26 janvier en tout cas, oui, c'est bien cela. En janvier 2011, une autre formation politique qui s'appelle le MOSI. Le mouvement citoyen. Voilà. Oui. Merci infiniment d'être Et venu je sur ce suis plateau. vice-président de l'Alliance patriotique. C'est le pendant camerounais de l'ANC en Afrique du Sud. Merci professeur d'être venu sur ce plateau. Professeur Alphonse Bernard Mougou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci. Alors vous êtes politologue et enseignant au département de sciences politiques à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Tout à fait. Merci d'être venu. C'est un plaisir. J'ai introduit également sur ce plateau le docteur Étienne Kenfak. Bonsoir. Bonsoir, M. Fangwa. Merci d'être venu. Le plaisir. Alors vous avez un PhD en droit public et vous êtes assistant au département de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala, c'est bien cela. Tout à fait. Merci infiniment d'être venu et puis je m'en voudrais de ne pas partager ces quelques réflexions que vous avez menées en rapport avec quelques articles, quelques travaux que vous avez effectués, notamment l'autorité de la norme constitutionnelle au Cameroun ou encore le pouvoir constituant au Cameroun. Oui. Voilà. Merci infiniment d'être venu. Vous avez la parole, vous la gardez, docteur Kenfak. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, 3 décennies après le retour du multipartisme au Cameroun, est-ce qu'on peut être satisfait en regardant dans le rétroviseur? On peut être satisfait parce que quelque chose s'est passé.
en 1990, lorsque la fameuse session dite des libertés a permis de mettre fin au parti unique dans notre pays, et que aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un peu plus de 300 formations politiques au Cameroun. Et d'ailleurs, le professeur Yemgen a rappelé qu'il a créé également un parti politique il y a quelque temps. On se dit, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est quelque chose de positif. On est sorti de l'unanimisme, on est sorti de la pensée unique, et aujourd'hui, il y a une offre assez généreuse pour les Camerounais par rapport à des projets politiques, et pour ça, on ne peut que dire qu'il y a eu un changement. Professeur Amougou, sur cette question-là, en regardant un peu ce qui s'est passé dans d'autres pays africains, avec notamment ce changement qui est intervenu et qui a donné lieu, dans la plupart des cas, à des alternances politiques, est-ce qu'on ne peut pas avoir le sentiment au Cameroun que c'était finalement un multipartisme piégé? Non, le multipartisme n'était pas piégé. Comme disait mon collègue tout à l'heure, on peut être satisfait de ce qui s'est passé. Mais maintenant, comment est-ce que les acteurs ont reçu ce multipartisme? Qu'est-ce qu'ils en ont fait en termes d'usage, en termes de politique politicienne, en termes de jeu d'acteurs? Comment est-ce qu'ils l'ont reçu et comment est-ce que cela a été implémenté? Tout à l'heure, mon collègue parlait de 300 partis politiques. Dès lors qu'on a 300 partis politiques, il faut déjà commencer à s'interroger. Pour moi, ça en fait un peu trop. Et tous les jours, parfois, on a l'impression qu'on en crée et que ça devient une espèce d'effet de mode de créer des partis politiques. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 300 partis politiques au Cameroun? Les acteurs même qui agissent à l'intérieur de ces partis politiques, on voit bien, on a la chance d'avoir sur ce plateau le professeur Yemgen qui à un moment était à l'UDC. Comment se fait-il qu'à un moment, on assiste à une espèce de transhumance qui devient parfois la règle du jeu politique? Cela aussi devrait interroger les partis politiques. Parfois même la manière de se présenter aux électeurs pose problème. Donc du coup, on ne peut pas essayer de calquer, se dire pourquoi il y a eu peut-être alternance ailleurs, il n'y a pas eu ici. Sauf que dans le cas d'espèce, on a l'impression qu'on considère l'alternance comme le simple fait qu'il y ait changement au sommet de l'État. Mais on voit quand même bien que, ne serait-ce qu'à l'Assemblée, ne serait-ce que dans les communes, il y a des lignes de fracture qui ont bougé. Donc on ne peut pas dire que tant qu'il n'y aura pas alternance au sommet de l'État, les lignes n'ont pas bougé. Les lignes bougent tous les jours. Professeur Ngamoyo, le professeur Mougou parle notamment de ces mouvements, de ces partis politiques qui s'expriment. Le professeur Mono Ndiana parle très souvent, en faisant allusion à ce dynamisme des forces politiques à l'intérieur du Cameroun. Il parle souvent d'agitation, d'un multipartisme agité. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, en faisant le bilan, on est effectivement dans une sorte de multipartisme qui ne produit pas fondamentalement les résultats qui étaient escomptés? Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous êtes satisfait aujourd'hui de la manière dont le multipartisme se vit au Cameroun? Je pense honnêtement que les choses auraient pu se passer autrement. Vous savez, il y avait, pendant les années d'indépendance, il y avait deux camps. Il y avait le camp de ceux qui luttaient pour une véritable indépendance, qui était le camp des nationalistes. Et il y avait le camp de ceux qui voulaient une indépendance version, disons-le version française. Mais il y a eu une lutte acharnée entre ces deux camps. Bien sûr que les nationalistes n'ont pas eu gain de cause, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos. Vous avez bien vu que Oumniobe, en 1958, a été assassiné. Ensuite, Moumié, Félix, le président Moumié, est assassiné en 1960. Et resté le président Ouandi. Donc vous aviez à cette époque deux camps. Lui aussi a été exécuté. Lui, il a été exécuté à Bafoussam en 1971, après avoir fait 10 ans de maquis. Donc les deux camps étaient là. Les successeurs des nationalistes n'ont jamais eu la liberté de s'exprimer. Vous savez bien ce qui s'est passé en 1975. On a arrêté des nationalistes, on les a emprisonnés. En 1985, vous avez des camarades comme Mendomé,
Elisabeth, et puis même en 90, d'autres ont été encore arrêtés. Ce qui veut dire que là, on avait deux camps qui s'affrontaient. Lorsqu'en 90, il y a ce vent, disons-le, puisque c'est dans le langage, il y a eu vent de liberté et qui a eu création du multipartisme. Je pense que le gouvernement était préparé, mais pas l'opposition à ce type de multipartisme. Pourquoi? Vous donnez raison à ceux qui ont parlé de multipartisme précipité? Pas précipité, parce que vous savez, il y a eu le multipartisme avant. Hein. Oui, dans les années 50, 60. Et les élections multipartistes datent de 64. Bien entendu. Avant Donc le problème qui se pose, c'est la façon dont se met en place le multipartisme. Vous avez, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, toute une série de personnes qui vont créer des partis et qui précédemment étaient dans le parti au pouvoir. Donc, on se demande bien si ces personnes vont apporter un souffle nouveau, s'il y a une autre idéologie politique, parce que nous estimons, nous les nationalistes, que les hommes politiques, les partis politiques doivent se créer sur la base idéologique. Quand on dit qu'on est nationaliste, ça veut dire quelque chose. C'est pour ça que vous voyez une transhumance entre différents partis. Dans mon cas, par exemple, lorsque j'allais à l'Union démocratique du Cameroun, UDC, je suivais certaines personnes qui avaient la même pensée que moi. Le président Namdou a parlé d'éthique. C'est un critère idéologique pour les nationalistes. Le père du président Moumié était à l'UDC, donc dans une certaine mesure, je les suivais, je me suis dit que c'était une bonne chose. Lorsque je crée mon parti, c'est parce que je m'aperçois que toutes mes attentes nationalistes ne sont pas satisfaites. Donc je crée un parti nationaliste. Et à ce moment-là, je me sens plus à l'aise. Aujourd'hui, on a créé notre plateforme, qui est la plateforme, l'Alliance patriotique, qui est une plateforme qui rassemble tous les nationalistes, tous les partis politiques qui sont de cette tendance idéologique. Et là, nous nous sentons à l'aise. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si vous avez 300 partis et qui ne peuvent pas se définir de façon idéologique, je me dis que le multipartisme a été piégé. Il a été piégé parce que cela n'est possible que la façon dont, même sur le plan administratif et juridique, ces partis sont créés. Vous savez bien qu'il faut être autorisé avant d'exercer. Quels sont les critères qui sont mis en place? Donc je pense honnêtement que pour ma part, il faudrait tôt ou tard il puisse avoir des partis qui se créent sur des bases idéologiques. Alors, Dr Kenfa, lorsqu'on écoute le professeur Nguyen, il y a au moins deux choses qui transparaissent. La première chose, c'est qu'on a été mal préparé à recevoir ce multipartisme-là, puisque de son point de vue, les différentes formations politiques sont l'émanation du parti unique d'hier. Et la deuxième chose qui semble indiquer, c'est qu'il y a fondamentalement une absence de diversité d'idéologies qui peuvent fonder un véritable multipartisme. Est-ce que c'est votre analyse? Le multipartisme a été piégé, mais je veux bien l'accepter, mais qui l'a piégé? Est-ce le parti au pouvoir qui a accepté à ce moment-là le multipartisme? Je ne crois pas. Je crois que ce sont ceux qui devaient bénéficier de ce multipartisme qui l'ont dévoyé, qui l'ont exploité en réalité pour atteindre d'autres objectifs qui n'avaient rien à voir avec la politique ou alors qui n'avaient rien à voir avec l'idéologie. Parce que quand on parle même d'idéologie, la plupart des partis politiques aujourd'hui n'en ont pratiquement pas. Non. Le professeur Amougou parlait
comment dire, plus de 300 partis politiques, on ne sait pas exactement quelle est l'idéologie de chaque parti. Donc, or, le propre d'un parti politique, lorsqu'il se crée, c'est de faire triompher son idéologie par la conquête et l'exercice du pouvoir. Or, 300 partis politiques, c'est énorme, c'est excessif. Mais qui crée ces partis? Ce n'est pas le parti au pouvoir qui fut parti unique. Ce sont des personnes qui peut-être veulent se positionner ou alors veulent prendre position chacun en fonction des intérêts qu'il est en train de poursuivre. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que le multipartisme est arrivé, mais que ce qui devait être produit par le multipartisme, c'est-à-dire l'aptitude à offrir aux Camerounais une possibilité d'alternance, aujourd'hui encore, reste attendu. Oui, mais justement, le problème, lorsque vous écoutez les leaders de l'opposition, ils estiment que ce procès est un mauvais procès, parce que très souvent, les analystes politiques, pour expliquer l'échec de l'opposition, parlent d'une absence de vision programmatique. Pourtant, lorsqu'on regarde, par exemple, à la dernière élection présidentielle, on voit très bien que la plupart des candidats qui sont présentés pour solliciter les suffrages des électeurs avaient des programmes politiques, avaient des projets de société. Tout à fait. Sauf que, Monsieur Fangwa, nous avons de 66 à 90, c'est pratiquement 3 décennies, pendant laquelle un seul parti a imposé une pensée. Parce qu'il faut bien qu'on se le dise, la pensée unique n'est pas spontanée. Tout le peuple, à un moment, ne dit pas on va penser de cette manière. La pensée unique est forcément une imposition. Et quand on vous a imposé une certaine pensée pendant près de 30 décennies, il faut encore du temps pour croire que cette alternative, ce programme que quelqu'un d'autre vient nous proposer est un programme auquel je dois souscrire. Parce que l'idée selon laquelle il vaut mieux marcher avec le diable qu'on connaît que de chercher l'ange qu'on ne connaît pas, je vais dire que le diable reste le diable. Et l'ange, c'est quand même un ange. Maître Manga Moussolé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie également de m'avoir invité. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous êtes surtout en politique. Je dois indiquer, sauf si les données ne sont pas actualisées, que vous êtes vice-président régional du Social Democratic Front pour le littoral, après avoir été pendant plusieurs années le coordonnateur départemental de cette formation politique dans le Vouri. Bon, je ne voudrais pas, c'est pas important de préciser, vous êtes également chef traditionnel. Et vous avez été, oui, il faut le dire aussi, candidat aux élections à l'élection sénatoriale d'avril dernier. Alors, vous avez écouté certainement quelques bouts des échanges en arrivant sur ce plateau. Lorsque vous écoutez le docteur Kenfak, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le multipartisme, ou du moins les Occidentaux, ou l'Occident, qui nous a apporté le multipartisme, nous l'a vendu sans assurer le service après-vente? Moi, je ne prendrai pas cette tangente. Tout simplement parce que nous ne sommes pas des demeurés. Nous sommes capables de distinguer ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. Il faut dire avec force et vigueur que notre société politique est truffée d'apprentis sorciers. Au sortir du parti unique, n'est-ce pas? Le régime avait fait miroiter le sentiment que chacun peut devenir politicien avec à la clé un peu d'argent. C'est pour cela que les premières élections présidentielles, au cours des premières élections présidentielles, les candidats étaient monnayés. Et ça a créé une pléthore de candidats sans idéologie. Vous parlez de quelle élection? Nous parlons de jusqu'à il y a la plus récente là, on donnait 50 millions de francs. Et nous connaissons des candidats qui n'avaient même pas de domicile et qui étaient présidents des partis politiques et qui ont encaissé les 50 000, n'est-ce pas, monsieur le professeur Moyo, c'est ça? Je n'ai pas participé à ces élections. Oui, mais on était tous là, on a été des acteurs. Pour des raisons que je vais vous expliquer tout à l'heure. Je dis tout simplement que on n'a pas besoin d'accuser la colonisation, ce qu'elle nous a laissé ou pas. Nous sommes assez intelligents pour comprendre ce qu'il nous faut et ce que nous devons faire, n'est-ce pas, pour que notre pays progresse
et pour qu'il progresse. L'analyse que vous faites, Maître Mangabou Solé, c'est valable également pour votre formation politique de SDF. Cela va sans dire. Parce que, en fait, lorsqu'on regarde, effectivement, vous savez, on a indiqué le prétexte de cette émission, c'est justement l'anniversaire du Social Democratic Front. En 90, on se souvient, c'est un parti tout feu, tout flamme. D'ailleurs, vous avez très C'était à souvent la Commission l'habitude. nationale de recensement général de vote. Voilà. D'ailleurs, vous avez l'habitude d'indiquer qu'en 92, votre candidat a gagné l'élection présidentielle. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui reste du SDF entre griffes, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'au fil Il s'était filogé. Effectivement, il s'était filogé. Parce que il a subi ce qu'on appelle l'usure. Mais pas seulement l'usure. Il se trouve que le régime en place, faisait tout pour affaiblir le SDF. Sincèrement, faisait tout. Tous les autres partis satellites qui étaient tout autour de l'arropage politique, notamment ceux que nous connaissons tous et qui n'avaient pas pignon sur rue, on les a dopés pour affaiblir le SDF. Et c'est vrai que le SDF aussi a fait des choix. Bon, est-ce que qui sont discutables? Qui sont autant Je vous aide. Comme toute âme humaine, comme toute œuvre humaine est discutable, n'est-ce pas? Mais nous pensons sincèrement que si nous en sommes là, c'est que le régime a mis les moyens pour qu'on en soit là. Ça peut paraître controversé. Ça peut paraître quant à nous-mêmes, mais ça peut paraître controversé ou incongru le raisonnement, parce que en même temps vous dites que l'opposition le Cameroun qui a reçu le multipartisme aurait dû s'adapter et mettre en place des mécanismes pour pouvoir s'adapter à cette nouveauté-là. Mais en même temps, vous semblez développer la théorie de la victimisation pour ce qui concerne le SDF, qui a reçu des balles venant du pouvoir, qui n'a pas aidé à s'épanouir. Est-ce que nous devons ignorer un élément, même si c'est l'epsilon, et qui produit des effets? Nous devons, quand nous faisons une analyse, essayer de faire le tour de la question, si nous en avons les moyens. Mais nous constatons que le régime a une part de responsabilité importante. Parce que, au début, il a mis sur pied les moyens alléchants, poussant n'importe qui. Je ne vais pas citer les noms ici. Vous vous souvenez, à la deuxième élection présidentielle après 92, combien de candidats il y avait et combien passaient à la caisse pour toucher 50 000. Et vous croyez que c'était fait pour conforter... Mais on revient des proportions acceptables. Là, maintenant, on en avait 9 à la dernière élection présidentielle. Professeur Nguemoyo, sur cette question-là, il faut dire quoi? Qu'est-ce qui tient le mieux? Le ponce-pilatisme, la théorie de la victimisation pour justifier l'incapacité de l'opposition à s'insérer dans ce jeu multipartiste et démocratique? Non, je vous ai donné une position claire. Il y a deux camps, que vous le vouliez ou pas. Il y a le camp des nationalistes, et lorsqu'on se dit nationaliste, ça veut dire quelque chose. Je prends un exemple. Sur le plan économique, qu'est-ce que c'est qu'être nationaliste? Ça, c'est une question qu'on peut poser à chaque candidat à une élection présidentielle. L'histoire du franc CFA, par exemple, ce n'est pas une vue d'esprit. C'est un élément de gestion de notre économie. Le problème de nationalisation, de braderie, par exemple, de nos sociétés, c'est une attitude économique. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes candidat? Et je veux vous dire autre chose. Ceux qui se disent des libéraux, parce que ça veut dire quelque chose, être un libéral, ça veut dire un capitaliste. Et ceux qui ne le sont pas, ça c'est des éléments de base d'analyse d'une attitude politique. C'est ça qui fait partie de ce qu'on appelle l'idéologie. Vous ne pouvez pas être en même temps dans un pays, dire que vous êtes d'un camp et de l'autre en même temps. C'est pour ça que certains partis d'opposition vont d'un camp à l'autre sans gêne, parce qu'ils se sentent à l'aise partout.
Vous n'allez pas les appeler des opposants. Vous dites par exemple, lors des dernières élections, vous allez aux élections en sachant que les jeux sont pipés. Vous y allez. Pourquoi? Les partis nationalistes ne sont pas allés aux élections, aux dernières élections. Parce que ça ne les arrangeait pas. Lorsque vous êtes dans une situation qui vous gêne et que vous allez chez l'adversaire, c'est bien ce que votre ami disait tout à l'heure. Vous allez chercher de l'argent. Vous allez chercher des avantages. Vous n'avez aucune option idéologique claire. Je sais qu'il y a des choses que je ne ferai pas en politique. Je peux changer de parti si je m'aperçois que la majorité dans le parti ne pense plus comme moi. Là, ça peut s'expliquer. Et c'est ce que les nationalistes font. De là à dire que les étrangers, les Français, les colons n'ont pas une influence, non. Ils ont une influence terrible sur la marche de notre pays. Et cela dure depuis des années. C'est l'histoire, c'est le syndrome du cadenas. Vous fermez une porte, vous prenez 3 clés, vous laissez une clé à quelqu'un au Cameroun. Il perd cette clé, du fait soit de la mauvaise gestion, soit parce que de nature, cette personne veut le pouvoir. Les 3 clés restent où? Les 3 clés sont à l'étranger. Ils reviennent quand ils veulent, ils ouvrent la maison, ils prennent ce qu'ils veulent et ils repartent. Et vous vous dites, comment vous allez faire pour gérer une maison qui est toujours fermée? Ça, c'est la situation économique de notre pays. Et nous, les nationalistes, nous n'allons pas attendre la clé. Nous disons, il faut casser la porte. Et comment on la casse? C'est ce que j'appelle le syndrome du cadenas. Et comment on la casse? Puisque justement, vous dites que vous participez aux élections, puisque les dés sont pipés. Les dés sont pipés. Il faut lutter pour que le jeu soit clair. Vous voyez bien que depuis les élections, on critique la façon dont les élections sont passées dernièrement. Ça veut dire qu'il faut continuer la lutte. Il faut mettre la pression pour que les règles du jeu soient claires. À ce moment-là, on va aux élections. Mais ceux, comme a dit notre ami tout à l'heure, parce qu'on va aux élections parce qu'on veut de l'argent, ce n'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Mais professeur, justement, cette démarche-là est critiquée par des observateurs, des analystes qui estiment que c'est justement une absence de stratégie. Non, c'est une stratégie forte. Le fait de boycotter, de ne Je pas vous participer pose aux la élections. question. Parce que, par carte sur table, aux dernières élections, il y avait 3-4 candidats. Bon, il y en avait 9. Bon, 9. Ils ont terminé à 3. Les autres, ils sont comportés comme on a dit tout à l'heure. Ceux qui sont restés, à une semaine, les 3, puisqu'ils étaient 4, les 3 qui étaient en jeu, ils décident de ne plus aller aux élections parce qu'ils estiment, et ils le savent, que les conditions ne sont pas remplies pour qu'il y ait des élections transparentes. Ils décident de ne pas aller aux élections. Vous pensez qu'on serait toujours dans la même situation aujourd'hui? Les choses vont évoluer. C'est ça, mettre la pression. Mais ça, ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés jusqu'au bout et les choses sont passées comme ils le présageaient, comme ils l'avaient prévu. Alors, excusez-moi du terme, il a ferme. Professeur Amourou, sur le bilan de cette opposition-là, en regardant la marche du multipartisme dans notre pays aujourd'hui, quelles sont de votre point de vue les véritables raisons qui peuvent justifier, j'ai failli dire, l'insuccès de ces formations politiques, notamment de l'opposition? Il y a eu un frémissement en 92, notamment aux élections législatives du 1er mars. On a vu que les choses ont failli basculer parce que le RDPC a été contraint à un partage de sièges avec les autres partis politiques de l'opposition. Sur 180 députés, le RDPC en avait pris 88. Il a fallu faire fonctionner des mécanismes
de rapprochement et de compromis, j'ai failli dire compromission, pour que certaines formations politiques, notamment le MDR, qui avait, je crois, 6 ou 8 sièges. 6 députés. 6 députés, voilà. Voilà, Plus l'UPC. Oui, donc puisse faire basculer le Parlement. Est-ce que depuis cette période-là, il faut rappeler qu'en 92, le SDF justement avait boycotté les élections et on a rappelé au SDF que c'était une mauvaise approche puisqu'effectivement les choses auraient pu basculer. Est-ce que finalement, vous n'avez pas le sentiment que on n'arrive pas à faire un véritable diagnostic de l'échec de cette opposition pour trouver les véritables marques, les véritables raisons qui... C'est à l'opposition elle-même de faire son diagnostic. Mais il faut dire certaines choses. Nous parlons de l'alternance et on pense que l'alternance est au sommet de l'État. Ouais. Ça, c'est d'abord la première chose. C'est la première erreur de l'opposition. On pense que lorsqu'on parle d'alternance, l'alternance c'est au sommet de l'État. Non. Il faut déjà que l'opposition le comprenne. On peut faire bouger les choses autrement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi que, pour bien comprendre aussi cet échec, si on peut l'appeler ainsi, de l'opposition, c'est aussi son incapacité à être suffisamment attractive. Lorsqu'en 90, on entre dans le multipartisme, on se rend bien compte que malgré la libéralisation, malgré les partis politiques qui se créent, il n'y a pas eu une vraie ligne de fracture au sein du parti unique. Contrairement à d'autres pays, le parti unique n'a pas véritablement implosé. On peut voir quelques têtes qui sont détachées. Samuel Ebois, Belobouba Maïgari. Pour créer des partis satellites. D'autant plus que, dans le cas par exemple de Samuel Ebois, il fallait encore régler les questions de dissension liées par exemple à ce qui s'est passé en 1984. Donc tout cela, ça ne pouvait pas marcher. Si on prend par exemple le cas de l'UPC, on voit très bien, le professeur Yigimolo parlait de nationalistes, on voit très bien la dramaturgie qui s'est jouée à l'intérieur de l'UPC, au point où on ne savait pas où se trouvait l'UPC. À partir de ce moment-là, cela ne peut pas créer aux yeux de l'opinion une masse vraiment critique en termes d'idéologie et de compréhension du jeu politique. L'UPC allait dans tous les sens. Robelen par-ci, Kodok par là-bas, Wungi Massaga de ce côté. Dans la logique qu'il a décrit tout à l'heure. Or, si l'UPC, qui était l'opposition historique, avait voulu se rassembler, cela peut-être aurait créé un réveil de conscience, qui aurait été un réveil transversal, parce que je vais venir tout à l'heure à la transversalité. Parce que le SDF a recueilli quelque chose qui était au ras du sol, parce que les gens cherchaient sur quoi s'accrocher. Par conséquent, on s'est accroché sur le SDF. Or, la figure de M. Frondi ne représentait pas, il faut avoir le courage de le dire, ne représentait pas la figure la plus légitime de ce que pouvait être l'opposition. On se serait attendu qu'à l'intérieur du parti au pouvoir, il y a des lignes de fracture nettes. C'est-à-dire que des personnes se disent, maintenant nous allons vraiment créer notre parti, ou alors ressusciter ce qui s'est passé avant 1966, au moment du parti unique. Donc M. Frondi, c'est donc révéler celui-là qui pouvait jouer le jeu en l'absence de véritables figures. C'est pour ça que M. Frondi a cristallisé jusqu'à ce jour. Et cela peut expliquer... Et là, quand je parle de transversalité, c'est pour ça que je parle du cas de l'UPC. Parce qu'aujourd'hui, pour essayer de gagner une élection présidentielle au Cameroun, parce que c'est là où on parle en réalité de la tenance, il faut être capable d'être transversal. Transversal veut dire que être capable d'avoir des personnes, des élites suffisamment influentes sur toute l'étendue du territoire. Or, aujourd'hui, ces élites restent encore au sein du parti dominant. Au sein du parti dominant, c'est pour ça que je parle de transversalité. Seul l'UPC pouvait, à un moment, avoir cette transversalité. Le SDF, on sait très bien comment on peut le localiser. Les autres partis, c'est la même chose. Donc, lorsqu'on arrive à avoir cette transversalité, cela devient difficile de créer une véritable alternance. Donc, les partis politiques, qui sont des partis plus ou moins régionalisés, plus ou moins locaux, devraient aussi travailler sur ces bastions locaux. Or, parfois, on n'arrive même pas à travailler sur un bastion local. On a du mal à s'implanter. Et maintenant, il ne faudrait pas en vouloir au pouvoir en place de chercher à récupérer les positions qui sont les siennes. Cela fait partie du jeu politique. Est-ce que cela peut donc justifier l'effritement, l'étiolement du SDF au fil des années? Parce que dans votre développement, on semble comprendre que en 90, il y avait un vide
Et ce vide-là a été comblé par le SIF qui a fait une proposition qui n'était pas tout à fait la meilleure et qu'au fil des années, on s'est peut-être rendu compte que ce n'était pas exactement ce qu'il fallait et le parti a perdu sa superbe. Plus ou moins cela. Lorsque le SIF est créé, prenons les législatives de 92, on voit bien qu'un parti comme l'UNDP, lorsque le SIF a refusé d'aller aux élections législatives, on voit bien qu'un parti comme l'UNDP a eu des sièges au sud-ouest, au nord-ouest, parce que le SIF avait refusé d'aller à l'élection. Et je crois que jusqu'à présent, on n'a pas fini de solder ce crédit du SDF. Je crois que pour l'histoire politique du Cameroun, le SDF devrait avoir pour ceux qui pensent que l'opposition aurait dû faire quelque chose, le SDF devrait solder ce crédit aux Camerounais. Mais pour moi, ce n'est pas encore le cas. Une fois que le SDF est revenu sur la scène politique, on a bien vu que l'UNDP a commencé à s'effriter. Et maintenant, dans ses propres dissensions internes entre Belouba Magari et Samuel Eboa, il a fini par se régionaliser. Du coup, l'opposition ne peut pas se créer elle-même une alternance crédible. Parce que l'opposition elle-même doit se crédibiliser. Ce n'est pas le pouvoir en place qui va crédibiliser l'opposition. C'est l'opposition elle-même qui doit se crédibiliser. C'est-à-dire qu'elle doit se donner les moyens pour constituer une véritable alternance politique. Et je dis ça passe par la transversalité. Alors, docteur Kinfack. Alors, docteur Kinfack, lorsque vous écoutez tous ces éléments qui sont développés et qui permettent de comprendre la marche du microcosme ou le fonctionnement du microcosme politique camerounais depuis les années 90, est-ce qu'il n'y a pas un élément lié au comportement de l'électorat? Vous avez parlé tout à l'heure d'absence d'idéologie, on a parlé d'héritage colonial qui ont influencé d'une façon ou d'une autre la marche de ce multipartisme-là. Est-ce qu'il n'y a pas la part de l'électorat? Je pose la question parce que je présente quelques chiffres. À la dernière élection présidentielle, il y avait 6 millions 600 000 inscrits. J'arrondis un tout petit peu, contre 7 millions et demi, contre 7 millions 200 000 l'année d'avant, je vais dire à la dernière élection présidentielle d'avant. Lorsqu'on regarde le nombre de votants, cette fois-ci on avait 3 millions et demi de votants, alors qu'en 2011 on en avait 4 millions 951 millions, pratiquement 5 millions. Est-ce que ce basculement, alors qu'en fait, on devrait avoir des chiffres qui augmentent, ne montre pas qu'il y a un problème au niveau de l'électorat, au niveau de la population, peut-être lié à l'enthousiasme par rapport à la question politique? Bien entendu, aujourd'hui, ce que l'on peut dire et le constat que l'on fait, c'est que les Camerounais se sont progressivement désintéressés de la chose politique pour l'abandonner à des personnes qui voyaient pour la plupart un moyen d'avoir une petite position. Est-ce que cela n'a pas défavorisé l'opposition? Forcément, pour gagner une élection, il faut avoir la majorité des suffrages. Or, pour que les gens vous fassent confiance, il faut pouvoir les convaincre. L'engagement politique aujourd'hui, surtout dans la partie de la population la plus majoritaire, qui sont les jeunes, l'engagement politique est pratiquement inexistant. C'est pour ça que ça a créé pratiquement le buzz, le contentieux post-électoral de la dernière présidentielle, parce qu'on a vu des Camerounais attroupés dans des bars comme si c'était un match de football, parce qu'il n'y avait vraiment que des matchs de football au Cameroun qui pouvaient créer cette émulation. Aujourd'hui, le constat est que la majorité des Camerounais, d'abord, ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Je crois que c'est pour ça que le mouvement 11 millions de citoyens s'était donné pour objectif de faire inscrire autant de Camerounais que possible sur les listes électorales. La chose n'a pas marché selon les espérances de ces promoteurs. Aujourd'hui, la chose que l'on peut dire, c'est que ceux qui sont des acteurs politiques, ceux qui sont les leaders des partis politiques,
ont réussi à faire en sorte que les Camerounais se désintéressent au fil des années de la chose politique. Vous avez bien fait tout à l'heure d'évoquer l'épisode de 92, quand le SIF refuse d'aller aux législatives. Et depuis que nous sommes en train d'évoquer les élections, on se focalise uniquement sur l'élection présidentielle. Le professeur Amougou parlait de la tendance qui commence en bas, les municipales, les législatives au niveau national. On fait comme si l'élection présidentielle, la politique, c'est simplement l'élection présidentielle. Alors que les communes, là où doit être implémenté un certain nombre d'actions pour le développement, un certain nombre d'actions qui montrent aux populations que vous avez une qualification, qu'il est possible de vous confier un mandat un peu plus grand que simplement au niveau de la petite circonscription de l'arrondissement. Mais quand on voit le peu d'enthousiasme qui se manifeste au niveau de la population, on peut résolument dire que la population, elle s'est désintéressée, mais parce que les hommes politiques qui ont la responsabilité de les former, parce que l'une des fonctions d'un parti politique, c'est l'information des masses. C'est de leur dire, voici ce qui est possible d'être fait. Voici la politique que nous pouvons mener pour aboutir à tel et à tel résultat. Mais à quel niveau situez-vous la responsabilité du parti au pouvoir, ou si vous voulez, du pouvoir de façon globale, dans l'échec, ou bien dans la difficulté de cette opposition à se mouvoir? Je pose la question parce que vous avez pris un exemple tout à l'heure en parlant des élections municipales. Il ne vous échappe pas que en 97, je crois, il y a eu des élections municipales qui ont été largement remportées dans certaines grandes villes par les partis politiques d'opposition, mais qui malheureusement n'ont pas pu exercer cette souveraineté-là du fait de la nomination des délégués du gouvernement qui sont devenus des super-maires. Et donc elles sont évoquées par les uns et les autres comme étant l'une des marques du verrouillage du jeu électoral et même du système politique. Est-ce que tout cela n'a pas contribué à défavoriser et à saper la marche de l'opposition? Bien entendu, parce que le parti au pouvoir a fait ce qu'il croyait être bon de faire pour faire ce qu'un parti politique au pouvoir doit faire, c'est-à-dire conserver le pouvoir. Parce que la démocratie ne dit pas, OK, vous remportez l'élection et vous l'exercez pendant 10 ou 15 ans et après vous l'abandonnez. Non. Vous l'exercez autant qu'il est possible de l'exercer. Chaque fois que les électeurs renouvellent leur confiance, et à ce moment, ils se posent un problème d'éthique politique. En 92, lorsque le RDPC se rend compte avec le mouvement de l'opposition naissante qu'il se retrouve minoritaire à l'Assemblée, au Parlement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des alliances. Et on se retrouve avec une opposition, c'est-à-dire au sortir des élections, quand on prononce ces résultats, l'opposition est majoritaire et à peine à la première année de cette législature, l'opposition se retrouve minoritaire. Et cette opposition, à ce moment, c'est qui? C'est l'UNDP, qui en 97 n'est plus opposition. Donc on se demande finalement, mais c'est même quoi l'opposition dans ce pays? Donc avant de dire le parti au pouvoir a fait telle et telle chose, je ne le refuse pas. Nous savons toutes les difficultés liées, on va dire, à l'organisation des élections qui a permis d'avoir aujourd'hui un organisme indépendant, parce que dans d'autres pays, c'est pas des organismes indépendants qui organisent des élections. Donc, quand on en est là, ce sont ça veut dire que ceux qui devaient normalement organiser l'élection ont un problème de partialité ou de crédibilité. Donc, la responsabilité du parti au pouvoir, je veux bien la reconnaître, mais disons qu'elle s'inscrit dans la logique de conservation du pouvoir que tout parti au pouvoir mettrait en œuvre. Maître Manga-Oussolé, finalement, les arguments que vous avez tenté de développer tout à l'heure, de toute évidence, ne tiennent pas. Il y a eu comme une sorte, on a cru lire dans votre développement une sorte de ponce-pilatisme, où j'ai failli dire la théorie de la victimisation, en justifiant un certain nombre de difficultés que le SIF et l'opposition ont eues du fait de la mauvaise foi, entre griffes, ce ne sont pas vos mots, du parti au pouvoir.
est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui pour le SIF, pour l'opposition de façon globale, de faire un véritable diagnostic, une véritable auto-évaluation qui permettra de jeter les bases pour l'avenir? Merci que dans votre formule, vous avez mis les deux concepts qui sont contradictoires en exergue. Je vais rappeler tout simplement que la désagrégation du corps électoral de 90 à ce jour traduit le malaise qui transparaît du code électoral. Première chose. Chacun de nous connaît la loi électorale, on ne va pas la répéter ici. Et le peuple s'en est lassé. Il faut voir ça aussi. Parce que quand on regarde les statistiques, on part de 7 millions, on arrive à 6 millions et maintenant on arrive à 3 millions. Et c'est presque toutes les élections, hein, qu'elles soient législatives, municipales et autres. Ça, c'est le premier point. Le second point, je ne peux pas laisser dire que Frondi avait une absence de légitimité. Il a seulement capté L'électorat qui était il a capté le perdition. mécontentement de 1972, de 1992, et que cela tient en ce que nous entrions dans l'ère de la démocratie. Pour dire que le peuple n'avait pas compris, le peuple a bien compris. Si aujourd'hui les choses sont ce qu'elles sont, c'est parce que le peuple s'en est lassé. S'en est lassé de ce que il n'y a pas de corps électoral. Et il n'y a pas de code électoral crédible. On ne sait pas quand est-ce que les élections ont lieu. Dans tous les pays organisés, même de la petite dimension telle que la nôtre. Et encore, le code électoral trace et indique les périodes, les dates des élections. Et le peuple se surprend de constater qu'on l'a appelé une semaine avant. Il se dit, mais quel intérêt donc y aller dès lors que les dés sont pipés? Bon, maintenant, les dés étant pipés, vous voulez faire croire que c'est la désorganisation de l'opposition qui fait que il n'y a pas d'alternance. Mais définissons d'abord l'opposition. L'opposition n'est pas un parti politique. C'est un agrégat de partis politiques et de petites personnes qui ont faim et celles qui vont à la caisse. Alors, les uns et les autres n'ont pas le même objectif. Parlons donc de la vraie opposition. Oui. Ça ne saurait être une colle. Ça ne saurait être une colle. Chacun voit ce que la vraie opposition fait sur le terrain. Et on va nous faire le reproche d'aller à toutes les élections alors que nous savons que... Les dés sont pipés. C'est une expression triviale que j'aime pas trop. Alors que la tricherie a grandi. La fraude a grandi. Parce que quand les dés sont pipés, on voit au moins que les dés sont pipés. Mais ici, il n'y a pas d'espoir pour l'opposition avec ces textes. Prenons les sénatoriales. Quand vous interprétez les dispositions de l'article 242, qui dit que avant la mise sur pied des conseillers régionaux, les sénateurs sont exclusivement élus par les conseillers municipaux en place. En droit, les professeurs sont là, la terminologie a un sens et qu'aucun juriste ne saurait violer. Il se trouve que la dernière élection sénatoriale, ce n'est pas la mise en place, c'est le renouvellement. C'est le renouvellement. Et donc ce texte ne pourrait être valable qu'en 2013 Point barre. et qu'en 2018, il est désuet. Il est désuet. Non, même pas désuet. Quand on dit désuet, ça veut dire que il n'est pas d'application, mais on peut, non. Il est mort.
Ce texte est mort. Il n'a pas de vie juridique. Les élections ont été faites sur la base, ont été faites avec les conseils municipaux, qui étaient d'ailleurs en fin de mandat. Alors tout ça, il ne faut pas croire. Le peuple regarde, il se dit, bon, laissons faire, ça nous dépasse. Sauf que comme les voies du Seigneur sont impénétrables, lui au moins nous donnera une solution. Et je crois que nous sommes en train de vouloir tendre vers cette solution. Ah bon, vous avez des signes qui indiquent Écoutez, l'âge seulement ne suffit pas. Vous croyez que ce sera comme Abraham? Au ça, Mougou. Oui, je pense qu'il y a un gros mélange de gens. Et c'est justement le problème de l'opposition camerounaise. Il y a un gros mélange de gens. Là, nous parlons du code électoral. Et puis, subitement, on nous dit que les sénateurs ont un problème. On ne sait pas. Parce que là, j'ai entendu maître qui parle à la fois la présidentielle et les sénatoriales. Finalement, on ne sait plus où est-ce qu'on se trouve. Il faudrait que l'opposition camerounaise, si elle veut constituer une métaphore d'alternance, fasse son ajournement. C'est-à-dire qu'une mise à jour de ses propres clichés. Parce qu'il y a trop de clichés. On dit le peuple c'est oui, mais que ce soit les élections législatives ou municipales, tout ça est régi par un texte qui est le code électoral. Il faut que ce soit cadré. J'en viens. Il y a quelque chose que j'aime souvent dire au leader de l'opposition. Il a dit, je suis d'accord avec lui, pour moi l'opposition c'est un conglomérat. Mais à eux, individuellement ou de manière globale, il y a quelque chose que je leur dis toujours. La plus belle publicité que vous faites au parti au pouvoir, c'est de toujours dire que les résultats sont connus d'avance. C'est ça qui est en train d'abord le désintérêt pour la politique. Dès lors que vous dites à des gens, quoi que nous fassions, ils vont toujours gagner. Et même ils voient, ces personnes Quoi voient. que nous fassions, ils vont... Du coup, les gens se découragent. Sauf que, on oublie de dire qu'entre-temps, on a gagné des conseillers municipaux, on a quand même quelques députés. On a fait comment pour les gagner avec ce même code? Oui, le code a peut-être des problèmes, mais il faut mettre le doigt là où il y a problème. Aucun parti politique n'a le courage de mettre le doigt là où il y a problème. Et puis on se cache en disant, de toutes les façons, on a fait ce qu'on a pu, ils ont triché. Non. Il faudrait avoir le courage de se dire, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et une élection, ça se prépare. Aujourd'hui, on nous dit, on ne sait pas quand l'élection aura lieu. C'est vrai. Mais cela n'a rien à voir avec le code électoral. Le code électoral crée un cadre général. Mais la date de l'élection, les partis politiques doivent se préparer à tout moment. Aujourd'hui, si on dit élection demain, le RDPC, mon collègue, le docteur Kemfa l'a relevé, le RDPC au parti au pouvoir, pourquoi voulez-vous qu'il se dessaisisse de sa position de parti au pouvoir? Avec ses sous-préfets. Pas du tout. Que ce soit, malgré ses sous-préfets ou avec ses sous-préfets, il y a des mairies, il y a des députés que vous avez eus, et le SDF a même des sénateurs. Ça, vous ne pouvez pas le nier avec sous-préfet. Mais ça, il faut aussi le reconnaître. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Donc, l'opposition doit se préparer. On ne doit pas attendre le jour de l'élection pour chercher à savoir qui sera candidat ou qui ne sera pas candidat. Donc aujourd'hui, même le SDF ne sait pas, lui qui a au moins déjà l'expérience de 29 ans, ne sait pas qu'une élection se prépare sur le long terme. Si on dit demain il y a municipal, on va commencer à chercher, est-ce que tu peux être candidat? On appelle les gens au quartier, s'il te plaît, viens te faire inscrire, ou bien tu vas être député. Voilà ce qui se passe aujourd'hui avec les partis d'opposition. Et les gens seront surpris. Pendant ce temps, le RDPC a une machine, il travaille en coulisses, il se repose sur sa machine, et puis il la met en mouvement. Et les gens sont surpris. Je vais te rappeler par exemple le cas de l'élection présidentielle. On a dit la campagne s'ouvre à minuit. Lorsque nous sommes réveillés le matin, chacun d'entre nous peut en témoigner sur ce plateau. On a vu les photos du président de la République placardées partout. Mais ces photos ne sont pas soutenues nulle part. Les gars se sont préparés. Mais vous êtes chez vous, vous dormez, et puis vous pensez que le jour au lendemain, ils vont vous ouvrir les portes, venez vous asseoir. Ça ne marche pas comme ça en politique. Il faudrait que les partis politiques d'opposition en soient conscients. Ça ne marche pas comme ça. Donc si on continue à faire nos petits micmacs au quartier en se disant, bon, le RDPC va nous concéder un peu d'espace, il va nous faire ceci, cela, ça n'ira jamais. À la décharge de ces formations politiques, on peut indiquer que les moyens
ne sont pas forcément les mêmes. D'ailleurs, le RDPC est très souvent accusé d'utiliser les moyens de l'État et qui a comme une sorte de concurrence déloyale dès le départ, ce qui défavorise les candidats et ne donne pas les mêmes chances à tous au départ de ces campagnes. Il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'est celui de Douala 3e. Oui. À Douala 3e, le maire actuel, c'est un SDF. Nous avons la chance d'avoir un président SDF sur le tableau. On dit les moyens. Entre monsieur Mpang, qui est maire Zipan, je crois, qui est maire de la 3e, monsieur Bayoul Fadil, qui est plus riche. Mais pourtant, monsieur Fadil a perdu les élections. Monsieur Fadil était milliardaire. Pourquoi penser toujours que c'est une question de moyens financiers? C'est d'abord une question de ressources humaines. Ce n'est pas d'abord une question de moyens financiers. Est-ce qu'on est capable de mobiliser les ressources humaines nécessaires à cela? Il ne faut pas simplement venir et dire, bon voilà, on va faire ci, on va faire ça. Mobiliser d'abord les ressources humaines et la capacité de convaincre. C'est pour cela que je suis d'accord avec le professeur Yimge Moyo pour parler d'idéologie. Quand on n'a pas d'idéologie bien assise, on ne peut d'ailleurs même pas attirer les ressources humaines à soi. Et ça, parfois, les partis d'opposition l'oublient. Il ne s'agit pas forcément de faire du verbe, bien sûr, de temps en temps, et critiquer et pleurer. Oui, vous allez continuer à pleurer. Ça va changer quoi? Professeur Yimge Moyo, parmi les raisons qui sont très souvent évoquées pour justifier l'inconsistance de l'opposition, son incapacité à s'organiser, à se structurer, à proposer une vision programmatique transparente, claire, précise. À côté de tous ces éléments-là, il y a également un autre élément qui est évoqué, d'ailleurs je crois qu'on en a parlé sur ce plateau, c'est la question de la transhumance politique. Heureusement que vous êtes là, vous allez peut-être développer cela. Certains estiment que le fait justement pour les hommes politiques d'aller d'une formation à une autre traduit justement une instabilité en termes de vision idéologique, et tout cela amène des gens à se demander si au finish on sait exactement ce qu'on est en train de faire. Je le rappelais tout à l'heure au début de cette émission, vous avez été à l'UDC et puis vous avez mis en place le MOSI, qui, je crois, n'a pas encore participé à des élections au Cameroun. Vous indiquez que vous êtes un parti qui travaille davantage sur la réflexion politique. Est-ce à dire que c'est un parti d'élite et sur la question de la transhumance politique? Est-ce que ce n'est pas un, je dis quoi, un goulot d'étranglement? Est-ce que ce n'est pas un caillou dans la chaussure de l'opposition? Je crois que lorsque l'opposition parle, vous ne l'écoutez pas. Il y a une chose qui est certaine, le RDPC est au pouvoir. Le RDPC a les moyens du pouvoir. Le RDPC fait actuellement ce qu'il veut sur la scène politique. L'une des choses où le RDPC a réussi, c'est la création des partis satellites. Et ces partis satellites, que vous le voulez ou pas, il en fait ce qu'il veut, parce qu'il a les moyens. Lorsqu'il demande aux partis d'aller aux élections, ces partis vont aux élections. On leur donne les moyens pour aller faire du spectacle aux élections. Qu'est-ce qui est difficile et qu'est-ce qui est en même temps facile pour réduire le nombre de partis politiques au Cameroun? C'est de les reconnaître sur des bases idéologiques. Vous avez l'habitude de citer la France en exemple. Vous irez rarement voir quelqu'un du Parti communiste adhérer au Front National ou même à la République en marche. C'est pas possible. C'est ça la différence entre certains pays et nous, pour que vous compreniez bien. Vous voyez des États qui sont comme les nôtres. Les présidents changent et la situation des plus défavorisés ne change pas. Et lorsque vous voyez qu'il y a des idéologies qui sont un peu contraires, ceux qui les protègent viennent les défendre. Ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on a vu qu'il y avait un président qui avait une autre voix qui était différente de celle du président Ouattara, on est venu défendre le président Ouattara et on l'a mis en place. Lorsque le président Sankara a eu une autre attitude politique, des options politiques, une idéologie politique différente de ce qu'il y avait avant,
on l'a assassiné. Qu'est-ce qui est difficile pour comprendre ce genre de situation? L'opposition, vous parlez au Cameroun, c'est un fourre-tout où il y a des gens qui ne, excusez-moi du terme, parce que c'est la réalité, qui sèment la confusion. Sinon, expliquez-moi comment quelqu'un peut être de l'opposition. Vous en avez un exemple ces jours-ci. Défendre les idées de l'opposition qu'il ne maîtrise pas. Et le lendemain matin, Il est ministre. il est ministre dans le gouvernement qu'il combattait. Comment vous pouvez expliquer ça? On peut dire qu'il y a M. Moyo, il parle, mais c'est ça la réalité. Et c'est ça qui va désarçonner le peuple camerounais. Et ils ne vont pas aller s'inscrire pour ça. Vous allez aller leur dire de s'inscrire, ils vont vous dire, vous là, demain, vous serez ministre. Maintenant, vous nous dites que vous êtes de l'opposition. C'est ça la situation réelle. Et je vous dis qu'au Cameroun, il y a 2 camps. Les gens doivent se retrouver soit dans un camp, soit dans l'autre. Il y a le camp de l'opposition, qui est le camp des nationalistes. On les reconnaît. Le mouvement citoyen Le Mossi est dans ce camp-là. L'Alliance patriotique est dans ce camp-là. Et les autres, le RDPC et ses satellites. Vous avez cité tout à l'heure, lorsqu'on était aux élections, je crois, et qu'après, l'UNDP, le MD a rallié le RDPC, je peux vous assurer que on en a discuté avant les élections. J'ai dit au président de l'époque, je n'ai pas confiance en ces gens-là. Ils vont partir. Et ils sont partis. Il nous est arrivé, lors d'une séance de travail, c'était chez moi, où on était en train de rédiger une déclaration. Il y avait le SDF, il y avait l'UNDP, il y avait un autre parti. On rédigeait la déclaration que les chefs des partis devaient signer. Il était déjà à la présidence. Oui, ils devaient signer. On va voir le chairman. Le chairman nous dit, cette déclaration nous convient. On va voir le président d'Amdjoua, il dit, ça me convient. On va voir un autre président que je ne veux plus citer. Il nous dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire cette histoire. Il faut rédiger autrement, il faut rédiger autrement. Lundi, même discours. Mardi, même discours. Mercredi, même discours. Le jeudi, le président d'Amdjoua est parti sur l'Est. À 17h, remaniement ministériel. Ce président de parti était au gouvernement. Et de quoi on parle? Ça veut dire que durant toute la semaine, on rédigeait une déclaration qu'il refusait de signer. Il disait que c'était mal rédigé. Parce que dans la journée, il était dans un autre camp. Je dis ceci. Choisissez votre camp. Il n'y a rien de mal. Par exemple, en Espagne, dans tous les pays là, mais assumez-le. Avoir ces options politiques. Pourquoi vous voulez... Et qu'on y tienne. Et qu'on y tienne. Pourquoi vous voulez faire ça, comme on dit au quartier, au peuple camerounais? Il y aura des Camerounais qui vont vous suivre. Des Camerounais suivent le RDPC. Des Camerounais vous suivront si vous avez d'autres options, s'ils pensent comme vous. Vous voyez des hommes politiques, vous disent, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire ceci. Ils ne disent pas comment ils vont faire. Mais le RDPC le dit. Quelle est la différence? Vous voulez leur dire d'aller s'inscrire? Le code électoral est mauvais. C'est pas méchant de dire ça quand je parle comme ça. Il n'est pas bon. Même le RDPC sait qu'il est mauvais, mais que ça leur sert, comme a dit le docteur tout à l'heure. Ils sont au pouvoir, ils veulent garder le pouvoir. Ils ne vont pas changer comme ça le code électoral pour faire plaisir aux opposants. Ceux qui continuent à aller aux élections, malgré ce code, sont du camp du pouvoir. Ça ne les dérange pas. Et en plus de ça, comme l'a dit notre ami du SDF, ils ont de l'argent pour ça.
C'est toute une opération. Les opposants, pour l'instant, ils n'ont pas cet argent-là. Mais ils ont leurs idées. Alors, et comme l'a dit le docteur tout à l'heure, c'est à nous, c'est au MOSI, c'est à l'Alliance patriotique, de former cette jeunesse-là. Parce que le danger est là. Vous croyez que c'est un amusement. Mais je vous dis, plus de 60% de la population, c'est la jeunesse. On ne va pas leur faire ce jeu-là longtemps. Je vous dis que d'ici 20 ans, il y aura au moins 70%. Parce que nous... Oui, alors, qu'est-ce qu'on va... Oui, vous accusez les autres formations politiques qui jouent le jeu d'être... Et qui se disent de l'opposition alors qu'ils ne sont pas de l'opposition. Oui, mais la question, donc, c'est comment on fait, parce que c'est la seule alternative, enfin, j'en sais rien, qui permet effectivement de faire bouger les lignes. Vous dites qu'il faut faire quoi? Vous avez parlé tout à l'heure de révolution, enfin, je sais pas... De formation des jeunes, de leur formation idéologique. Et je vous dis que c'est là le danger pour le parti. Parce que dans tous les cas, même après avoir terminé cette formation, il va falloir aller à la compétition électorale. Et la masse, qu'est-ce que vous faites de la masse? Ils vont être plus nombreux. Et ils vont peser sur le jeu politique. À ce moment, le code électoral ne sera plus un obstacle, vous voulez dire? Non. Si c'est le même code électoral, ce sera un obstacle. Et il faudra le changer. Vous savez... Mais pour changer ce code, il faut investir les institutions, il faut aller au Parlement, il faut aller à l'Assemblée nationale, il faut proposer des amendements et obtenir ces amendements, non? Ne tenez pas. Je vous pose la question. C'est un langage de confusion, ça. Je vous dis que lorsqu'il y aura la majorité de la population camerounaise qui va être consciente que le code électoral est mauvais, de gré ou de force, vous allez le changer. Ça s'est passé ailleurs. Et si vous dites qu'il faut passer par le même code électoral pour gagner des élections, alors que le code électoral ne peut pas permettre de gagner des élections, c'est que vous êtes en train de mentir aux populations. Et c'est pour ça que ces populations ne veulent pas. Changer le code électoral aujourd'hui, vous allez voir que ces jeunes vont aller s'inscrire. Je vous donne un exemple. Vous avez parlé des chiffres tout à l'heure, 3 millions, je crois. Mais... qu'est-ce qui empêche au Cameroun de dire qu'on vote avec la carte d'identité? Ou que le vote est obligatoire. Ou que le vote est obligatoire. Non. Voilà une question qu'on pose. On nous a dit à un moment donné, ici au Cameroun, que c'était difficile d'aller, de connaître le fichier électoral. Mais tous ces enfants-là, qui sont dans les écoles d'informatique, ils savent très bien que la carte d'identité nationale est informatisée. Vous le savez, la carte nationale d'identité est informatisée. Donc il y a un fichier de la carte nationale d'identité. Le MOSI a dit ceci à un moment donné. Prenez le fichier de la carte nationale d'identité. Ou du ministère de l'Intérieur. Oui, et vous en faites la base du fichier électoral. Vous n'avez plus besoin d'aller dans les quartiers leur dire allez vous inscrire. Là, vous avez déjà le fichier électoral, puisque c'est le même. S'il y a quelqu'un qu'il faut sortir les morts, bon, on l'enlève. Donc c'est une opération qui peut se faire en une semaine. On a le fichier électoral et on décide que le vote sera obligatoire. Vous allez voir qu'il y a déjà un changement dans les dispositions du code électoral. Et à ce moment-là, vous allez voir que les jeunes n'ont plus, le problème que vous posez n'a plus lieu d'être. Pour conclure, il faut qu'au Cameroun, les gens se déterminent en fonction de l'idéologie. Il y a des pays au monde qui n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Comment ils ont fait? Je vous prends un petit exemple. Dans certains pays, il n'y a pas de crise de logement. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres options économiques. Ici, vous allez faire 10 ans, 20 ans, 100 ans, vous aurez toujours la crise économique. Parce que le système dans lequel nous sommes sécrète les inégalités sociales. Si j'ai de l'argent, je peux acheter autant de terrains que je veux. Je peux acheter même les logements sites, je peux en acheter autant que je veux. De toute façon, c'est ce qui se passe. Les logements qui coûtaient 35 millions là. Aucun gardien, aucune bonne ne peut l'acheter. Or, c'est
pour les bonnes, c'est pour les gardiens, c'est pour les Bayam Salam. Quand on parle des logements sociaux, on parle de cette catégorie sociale. Donc lorsque vous avez des logements à 25 millions, vous avez des hommes qui ont de l'argent, ils en achètent 10, ils en achètent 20. Donc, si on reste dans le même système, il n'y aura pas de changement. Et on n'a pas l'argent pour construire des logements sociaux. On n'a pas l'argent pour envoyer tous les enfants à l'école, ni pour les soigner. Donc, que les Camerounais qui veulent faire de la politique se définissent. Parce que ça ne va pas continuer longtemps ainsi. Alors, Maître Manga, vous avez semblé prendre la parole tout à l'heure lorsqu'il rappelait quelques anecdotes pour montrer le caractère pas très sérieux d'un certain nombre de leaders politiques qui se disent de l'opposition, mais qui, à travers leurs activités, plombent le fonctionnement de cette opposition et représente un handicap à sa capacité justement à pouvoir répondre aux aspirations des populations. Peut-être que vous voulez faire allusion à cette tentative de regroupement qu'on a souvent observé au sein de l'opposition et qui chaque fois n'a pas marché. Il ne peut jamais avoir de regroupement. C'est clair. On a pourtant eu la CN2R qui a fonctionné jusqu'à la dernière minute. Ça a fonctionné quoi? Jusqu'à la dernière minute. C'était un mariage de dupes. Je voudrais rappeler avec emphase certaines choses qui n'échappent à personne. Il est constant que la mosaïque des partis qui sont en face du RDPC, qu'on peut appeler opposition, entre guillemets, est-ce intransitif? Est-ce un adjectif? N'est-ce pas? Est-ce un nom? Chacun mettra dans l'un des groupes ce qu'il veut y mettre. Quand j'écoute monsieur le professeur architecte Moyo, il est surpris ou il se surprend de constater que bien que les textes soient mauvais, les partis accompagnent toujours le RDPC aux élections, alors qu'ils auraient dû s'abstenir. S'abstenir jusqu'à quand et pendant combien de temps? Se battre, pas s'abstenir. Ne pas aller aux élections. C'est s'abstenir. C'est s'abstenir. Oui, mais on prend des moyens pour que c'est s'abstenir. Pendant combien de temps? En face, on a un mur qui ne voudrait pas que la situation bouge d'un iota. Il y a un mur. C'est vrai. Un mur pour lequel nous avons un peu de mépris, tout simplement parce que ça manque d'éthique. Est-ce qu'en politique, on doit s'asseoir sur les valeurs? Non. Je ne crois pas. On ne doit pas s'asseoir sur les valeurs. Et le RDPC est assis sur les valeurs. Il ne peut rien modifier. Il ne va rien modifier. Sur le plan de la triche, tout le monde sait comment les élections, ça se passe. À la limite, quelquefois même avec le bourrage des urnes. Est-ce que, selon la théorie du professeur Moyo, on doit rester, croiser les bras, ne pas aller aux élections? Mais même si les partis de l'opposition, ceux que nous considérons comme les partis de l'opposition, n'y vont pas, le RDPC va faire en créer d'autres qui iront. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont fait. Oui, c'est ce qu'ils font toujours. Oui. Alors, il nous met face à la quadrature. Nous sommes dans la quadrature du cercle. Qu'est-ce qu'il faut faire, professeur Moyo? Rester, ne pas aller, le temps passer? Ou espérer que ils peuvent être distraits sur la formation, créer la masse critique nécessaire que l'on manque. Des revendications. Nous sommes dans l'ère du multipartisme, ça fait 30 ans. N'est-ce pas? Mais on a vu que c'était piégé. C'était piégé. Et pendant 30 ans, on n'a pas encore eu le temps d'apprendre. Parce que, justement, le piège était
Parce qu'on refuse, suffisamment étudié. d'apprendre. Parce qu'on refuse d'apprendre. On refuse de faire ce qu'il y a à faire. On refuse d'apprendre. Et pendant ce temps, les ressources humaines. ceux qui nous perturbent En tirent font profit de l'obstruction. de l'obstruction. C'est ça. Docteur Kinfak, est-ce qu'il n'y a pas dans le processus de mise en place ou d'évolution de ce multipartisme-là un élément peut-être qui a manqué, qui n'a pas permis à cette machine de fonctionner de façon optimale? En règle générale, lorsqu'on parle de multipartisme, on fait allusion à la démocratie, et lorsqu'on parle de démocratie, l'un des indicateurs, c'est aussi la séparation des pouvoirs. Et lorsqu'on parle de séparation des pouvoirs, on pense davantage au pouvoir judiciaire, qui doit être peut-être un juge dans le jeu politique ou dans le jeu électoral. Est-ce que dans le cas du Cameroun, vous avez le sentiment On parle aussi des textes. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que le pouvoir judiciaire, jusqu'ici, a joué le rôle qui était le sien dans l'implémentation effective et éthique de ce multipartisme-là? Jouer le rôle qui était le sien, il faudrait d'abord savoir si le rôle qui était le sien est effectivement le rôle que vous avez évoqué. Donc, dans un environnement comme le nôtre, le pouvoir judiciaire en matière électorale a d'abord la responsabilité de faire en sorte qu'il y ait la paix avant et après les élections. Donc la responsabilité du juge électoral est de faire en sorte que les résultats de l'élection ne provoquent pas une crise dans le pays. Je crois que sur ce même plateau, nous avons évoqué une fois le pouvoir judiciaire dans notre pays, et je relevais déjà ce critère fondamental de l'indépendance des juges, qui est celui de l'inamovibilité, qui a été inscrite dans notre Constitution de 1960, et c'était tout. Après 1960, les autres constitutions n'ont plus jamais parlé de l'inamovibilité du juge. Et donc, vraiment, nous n'allons pas rêver en plein jour. Un juge qui n'a pas cette garantie fondamentale ne peut pas, peu importe le pays, exercer son activité avec l'indépendance que vous attendez. Et donc, il sera toujours forcément enclin à faire en sorte de plaire, ou du moins de ne pas déplaire. Sur la question de professeur, bon, peut-être pas revenir forcément sur la question de l'importance du pouvoir judiciaire dans ce processus, mais moi je voudrais surtout voir, de votre point de vue, quelle est l'évaluation? Est-ce que vous avez le sentiment que, j'ai failli dire le parrain, quand je parle du parrain, je fais allusion à la France, il faut quand même se rappeler que c'est le 20 juin 1990, pendant le discours de la Baule, qu'on apprend que désormais l'aide sera conditionnée par la mise en place d'un véritable système démocratique. Alors, aujourd'hui, vous avez le sentiment que le parrain, celui qui a initié et qui nous a mis sur ce chemin, peut être satisfait de l'avancée du système démocratique et multipartite dans notre pays aujourd'hui? Je crois qu'il ne faut pas mélanger. Moi, je pense pas. Le mot parrain ne me satisfait pas. Le mot parrain ne me satisfait pas. Nous avons la chance d'avoir ici à côté un responsable des IEF. On sait dans quelles conditions, même si on peut être critique de ce que les IEF a fait, de son héritage, on sait dans quelles conditions les IEF est mis. Donc, moi, je ne pense pas que la France a voulu profiter également d'une situation. Lorsque le président Mitterrand fait le discours de la Baule, il sait très bien que le vent de l'Est est déjà en train de tourner. Donc, ce n'est pas cette conditionnalité politique qu'on a voulu mettre sur l'économie. Ce n'est pas elle qui a été le facteur déterminant pour l'ouverture démocratique. Ce n'est pas elle qui a été déterminante. Mais il faut bien se rendre compte que la France a beau jeu de conserver, pas simplement la France, tous les autres pays étrangers ont beau jeu de vouloir conserver leurs intérêts en Afrique. Donc à partir de ce moment-là, tant qu'ils se satisfont de ce qui se passe, on a vu que dans certains pays, l'alternance n'a pas empêché la France de continuer à avoir des intérêts dans ces pays-là. Donc il ne faudrait pas penser qu'aujourd'hui, il ne faut pas attendre que c'est la France qui nous donne un certificat de démocratie. Je ne pense pas. Si nous attendons cela, ça veut dire que nous-mêmes, nous savons pour où est-ce que nous allons. Donc je crois que c'est pour ça que je parle de l'héritage du SDF.
même si on lui fait des griefs, reconnaissons au moins au SDF d'avoir osé ce 26 mai-là. Reconnaissons au SDF d'avoir osé. Donc on ne peut pas faire comme si nous-mêmes mettre un trait de crayon et la gomme sur notre propre histoire. Ce n'est pas la France qui va venir nous dire « vous êtes désormais démocratique, vous ne l'êtes pas ». Parce que même la France aujourd'hui, prenons les élections européennes qui sont passées il y a quelques jours, on sait bien les griefs qui sont faits au cours de l'électorat français, on sait les griefs que le Front, l'ancien Front National, qu'on appelle aujourd'hui le Front Républicain, fait au pouvoir en place. Donc même la France elle-même est dans une démocratie de constitution permanente. Parce qu'on a tendance souvent à confondre la démocratie sociale à la démocratie électorale. Sur le plan de la démocratie électorale, même la France se cherche encore. Donc il n'est pas exclu que nous qui avons à peine 50, 60 ans d'indépendance, nous ne soyons pas en train de nous chercher. Donc n'attendons pas de laquelle la fin de nos certificats, moi je ne pense pas. Messieurs, on va sortir de l'émission. Une dernière question. Pour cela, je commence avec vous, Maître Manga-Vousolé. Quelle opposition au Cameroun demain? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais rappeler brièvement certaines situations. Parce que tout le temps, c'est la France qui est la cause de tous nos problèmes. Oui. Et que la démocratie est arrivée par le bon vouloir de la France. Faisons un peu de l'histoire. Vous vous souvenez... vous vous souvenez quand est-ce que De Gaulle a, contre mauvaise fortune, bon cœur, accepté que les colonies françaises aient de l'indépendance, aient leur indépendance entre guillemets. Vous vous souvenez qu'elle sortait de la guerre d'Indochine où elle a été complètement froissée, broyée, décimée, et laminée. Et il y avait la guerre en Algérie. De Gaulle a craint l'éclosion de plusieurs foyers au sud du Sahara. C'est pour cela qu'il a dit, ok, vous voulez quoi, l'indépendance? Voilà l'indépendance. Et il vous a donné la forme de l'indépendance qu'il voulait. La France n'a pas libéré. Les manuels d'histoire doivent corriger ça. La France sortait de la guerre. Elle ne pouvait la pas... France est toujours là. Oui, elle est toujours là. Mais je voudrais dire autre chose. La France sortait de la guerre, elle ne pouvait pas soutenir plusieurs foyers de révolution, de conflit. On parle de la Baule. On parle de la Baule. Mais François Mitterrand n'avait pas de choix. Il n'avait pas de choix. Parce que le vent de l'Est soufflait. Et il ne croyait pas que... C'est vrai que c'est des grands hommes, Mitterrand et De Gaulle, qui faisaient des analyses qui œuvraient, qui allaient dans le sens des intérêts de la France. Mais nous-mêmes, quand on nous a donc donné... On est pratiquement à la fin, Maître. Donc, quel avenir pour l'opposition camerounaise? Un avenir incertain? C'est de balayer devant sa porte. Première chose. Deuxième chose, recenser tous les griefs qu'on lui oppose. Troisième chose, créer un rassemblement, ce qui est difficile parce que nous savons qu'il sera trahi par les traîtres qui sont à l'intérieur. Mais essayer. Et quatrième chose, former les jeunes. Parce que nous sommes presque à la porte. Et je suis persuadé de ce que le fils du professeur, mon fils va dire demain au fils du professeur Moyo, ton père n'avait pas été plus intelligent que le mien. Je ne peux pas accepter que tu nous gouvernes pendant 20 ans. Si c'est comme ça, ça casse ou... Voilà. L'avenir, l'opposition, comment vous le voyez? Je suis plein d'espérance. Je suis plein d'espérance parce qu'il y a quand même, au-delà de tout ce qu'on peut observer, au-delà de la difficulté à identifier cette opposition, il y a quand même un clivage. Il y a une opposition qui se forme en dehors de celle supposée opposition qui se positionne et se repositionne, etc. Donc, je me dois d'être confiant en l'avenir, de voir une opposition qui est crédible, une opposition qui
donne à croire en l'avenir parce qu'elle se caractérise par une constance dans ses positions et surtout dans ses prises de position. Est-ce que c'est une opposition qui, de votre point de vue, est capable d'offrir une alternative crédible au peuple camerounais demain? Pour que cela soit possible, il faut que l'opposition elle-même fasse son propre aggiornamento, qu'elle travaille à la production de véritables ressources humaines et que en cela, elle se crédibilise elle-même sur la scène politique nationale. Professeur Nguyen, pour sortir, l'opposition camerounaise demain, plus optimiste? C'est la jeunesse camerounaise qu'il faut former dès aujourd'hui. Et le mouvement citoyen et l'alliance politique s'y emploient. Ce serait terrible si on n'avait pas espoir au lendemain. Merci, messieurs, d'être venus. Merci à vous, maître Manga Moussolé, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes cadre au SDF, le Social Democratic Front, et vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Je suis vice-président régional. Vice-président régional du membre SDF du littoral. cabinet. Absolument. Merci, docteur Kenfak Etienne, d'être venu sur ce plateau. Un plaisir. Vous êtes enseignant de droit à la faculté des sciences politiques et à sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Merci infiniment d'être venu. Merci à vous, professeur Alphonse Samougou, d'être venu. Merci. Vous êtes politologue et enseignant à l'Université de Douala, au département des sciences politiques, à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Merci au professeur Nguyen Moyo d'être venu sur ce plateau. Merci. Vous êtes enseignant à Polytech, à l'UDM aussi. Vous êtes architecte, urbaniste. D'ailleurs, vous êtes le président du Conseil national de l'Ordre des urbanistes du Cameroun. C'est cela. Merci infiniment d'être venu. Merci d'avoir fait le déplacement. Tout le Et bon plaisir retour à été pour Yaoundé. moi. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de 235 débats. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.